Peut-être rebonjour, et sinon bonjour à tous. Je m'appelle Nora Bussini, je suis journaliste d'investigation. Je travaille principalement pour deux médias, Le Point et Franc-Tireur. J'ai une spécialisation en ultra-gauche. Et je vais vous parler pendant 30 minutes. Et après, je vous laisserai quand même des questions parce que de toute manière, je déteste faire des monologues assez longs. Je préfère l'échange. Je vous laisserai poser des questions. Je vais parler de mon infiltration durant 1 an dans les milieux militants d'extrême gauche que l'on peut qualifier de woke. J'en parle également plus longtemps. Je parle de cette enquête sous une fausse identité dans mon livre Les Nouveaux Inquisiteurs, que la librairie sur place a très gentiment amené. Pour ceux qui souhaitent pouvoir lire en détail, l'idée, c'est pas de vous déflorer tout mon livre, mais pouvoir vous raconter un petit peu cette année et surtout la création d'une fausse identité. C'est ce que Nicolas Bouzou m'a dit d'axer exactement. Alors, déjà, moi, pour vous expliquer ce travail d'infiltrer Interwoke, c'est venu de deux choses, deux éléments. J'entendais beaucoup le terme wokisme, woke. Arrivé en France, il était débattu, il était même écrit, je pense à le livre La religion woke de Jean-François Bronstein, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Et à chaque fois, j'entendais ce terme-là, mais je l'entendais aussi qualifié pour à peu près tout, et parfois n'importe quoi. Il suffisait juste qu'une personne te dise féministe ou même homosexuelle pour être directement parfois catégorisée comme woke. Et à force, j'arrivais pas à comprendre en fait ce que c'était réellement. Est-ce qu'il y avait des militants woke, puisqu'on attendait à tout bout de champ, on a essayé d'y répondre tout à l'heure à la table ronde. On entendait aussi beaucoup que le wokisme n'existait pas, d'autres que le wokisme existait. Bref, ça divisait énormément la France. Et je me suis dit, j'aimerais beaucoup comprendre. Et mon premier déclic qui m'a donné envie de me faire cette fausse identité, donc de tromper les personnes que j'ai côtoyées pendant 1 an, parce que j'ai participé à beaucoup de manifestations dans toute la France, pas que Paris. Je suis allée aussi, j'ai fait des groupes de parole, des actions coup de poing, je suis retournée à la fac, j'ai fait des collages dans la rue, j'ai été formée contre les forces de l'ordre, à l'anti-répression, au sein des mouvements antifascistes et anti-police particulièrement. Mais tout ça, c'est venu d'un déclic. Ce déclic-là, c'était le 8 mars. C'était la journée du 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes. Et le mot d'ordre de cette journée est un mot d'ordre que je trouve une cause très louable, qui est la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, c'était une manifestation qui se tenait, une énième, organisée par beaucoup de collectifs féministes. Le principal étant le collectif Nous Toutes, qui a été fondé par Caroline Dehaas, dont je parlais déjà tout à l'heure. Et à cette manifestation, sur laquelle j'avais dû travailler à l'époque pour le journal Marianne avec lequel je collaborais, j'ai découvert que j'ai dû recueillir des témoignages de femmes qui ont été tabassées, rouées de coups et exfiltrées à l'époque au nom du féminisme par les participants, pour la simple et bonne raison qu'elles étaient accusées d'être transphobes. Transphobes, qu'est-ce que c'est ? C'est des personnes qui seraient discriminantes envers les personnes transgenres. Et moi, quand je vois toutes les images, que je recueille la parole des victimes et des forces de l'ordre, je me dis, mais par quelle dissonance cognitive on se dit que c'est normal et que c'est même bien et qu'on applaudit le fait de rouer de coups des femmes à une manif dont le mot d'ordre est la lutte contre la violence faite aux femmes. Donc voilà. Et dans un second temps, pour Le Point, j'échange avec des jeunes militants LGBT, antiracistes, féministes, qui avaient tous en commun d'avoir quitté les associations, les collectifs et l'engagement militant qu'ils avaient parce qu'ils étaient très inquiets de ce qu'ils avaient subi et ce qu'ils avaient vu. L'exemple le plus criant était celui d'un jeune militant homosexuel dont la meilleure amie, très féministe, avait refusé d'avoir un rapport sexuel avec une personne transgenre, c'est-à-dire un homme qui avait transitionné pour devenir une femme. Je vais essayer de faire très simplifié. Elle avait dit qu'elle, étant lesbienne, elle ne voulait pas avoir de rapport sexuel avec cette personne. Et elle avait été tellement accusée de transphobie qu'elle a été virée du collectif et lui a été accusé de complicité parce qu'il l'a soutenue. Et là, encore une fois, je suis désarçonnée et je me dis, mais nous, on apprend dans le féminisme qu'il y a le consentement. D'ailleurs, c'est ce qui est martelé tout le temps. Et là, on irait au-delà, on ferait fi du consentement et on accuserait la personne d'être transphobe. Et pour comprendre, j'essaye de contacter différents collectifs et organisations féministes pour Le Point. Et à chaque fois, la réponse est sans appel. Nous ne parlons pas avec l'extrême droite fasciste.
Alors moi, je découvre que Le Point est un média d'extrême droite fasciste. Je n'étais pas du tout au courant. Je ne pense pas que la rédaction soit au courant non plus, ni les lecteurs. Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer si ils me refusent tout dialogue, que je constate par les témoignages que je recueille qu'il y a une violence, qu'il y a du harcèlement, qu'il y a de l'agressivité et de la violence dans ces luttes militantes, mais que je ne peux même pas pouvoir avoir un contradictoire et même pas dialoguer avec eux. Et c'est là qu'est née cette idée un petit peu folle de me créer une fausse identité de militante. Voilà, alors je vous montre cette photo-là, je vous montre également une autre photo en manif. Et là, on va pouvoir y revenir. Je vais prendre pas, il y a énormément d'exemples dans le livre de cette année sous une fausse identité, mais je vais vous parler de cet exemple-là parce que pour moi, c'est le plus criant. Le plus criant, pourquoi? Parce que quand on vous dit le wokisme n'existe pas, et j'ai eu beaucoup de débats avec des philosophes, avec des politiques, avec tout ce que vous voulez, à chaque fois que je leur parle de ce qui s'est passé le 19 juin 2022 à Paris, personne ne peut réagir et personne ne peut rien dire face à ce qui s'est passé. Alors, cet événement s'appelle la Pride radicale. La Pride radicale, qu'est-ce que c'est? Tout le monde connaît sans doute la Gay Pride, la marche des fiertés qui se tient dans énormément de villes en France depuis des années, et dont l'idée est justement de pouvoir dénoncer les discriminations qui pèseraient sur la communauté LGBT. Et ces manifestations, elles ont été jugées par une grosse partie de l'extrême gauche comme trop impérialiste, trop capitaliste et pas assez engagé encore. Voilà pourquoi ils ont décidé de créer la Pride radicale. Vous allez me dire, bon, c'est une sorte de petit groupuscule, rien de passionnant. Eh bien, en 2021, quand la première édition a été lancée, elle a quand même réuni 20 000 personnes à Paris. L'année où moi, j'ai participé dans l'organisation, et je vais le raconter, elle en a réuni plus de 40 000 personnes. 40 000 personnes qui sont venues défiler pour ce message-là. Je suis franco-marocaine. Une partie de ma famille vient du Maroc, donc je suis au sein de ces luttes militantes, parce qu'on a dépeint un petit peu tout à l'heure ce qu'est le wokisme. Donc l'idée, ça vient du terme woke, qui veut dire être éveillé aux discriminations qui nous entourent. Je suis considérée comme une personne dite racisée. C'est un terme que j'aborde, mais c'est un terme qu'on retrouve absolument tout le temps dans les luttes militantes. Par conséquent, je me suis rendu compte qu'au sein des luttes militantes, ça me donnait le droit à certains passe-droits, finalement, puisque j'avais des sources, des indices, entre guillemets, qui, par exemple, étaient homosexuels, mais comme ils étaient blancs, ils n'avaient pas le droit d'aller à tel ou tel événement, parce qu'ils n'étaient pas trans, et comme ils étaient blancs, ils étaient donc dominants. Moi, en tant que femme, et en plus dite racisée, je pouvais un petit peu aller, entre guillemets, où bon me semble, à participer à beaucoup d'actions. Et ça a été le cas de cette Pride radicale, puisque je me suis proposée auprès de l'organisation, des collectifs, d'aider du mieux que je le pouvais. Et mon rôle, il a été très important, puisque dans cette journée que je raconte dans le détail, à chaque fois, tout est prouvé, hein, tout a été revérifié. J'ai même eu des médias à la sortie qui ont vérifié, qui ont fait une sorte de contre-enquête pour vérifier que j'étais bien allée aux endroits où j'étais allée, que tout avait été dit. Et comme en plus, j'ai tout enregistré en micro caché, en caméra cachée, je pouvais prouver hein, ce qui avait été dit. On a fait une journée de formation pour pouvoir préparer quand même la venue et l'organisation de 40 000 personnes dans les rues de Paris pour une manif. À cette formation, on a compris, ils nous ont expliqué, ça n'est pas caché d'ailleurs, que le mot d'ordre, c'était la non-mixité choisie. Qu'est-ce que c'est que la non-mixité choisie? C'est l'idée qu'il y a plusieurs cortèges, donc tous les cortèges de tête, vous pouvez lire, vous avez le temps de lire comme ça, qui, ils ne vous disent pas interdits, ils vous disent réservés, étaient réservés aux personnes dites racisées. Et mon travail à moi, au sein de l'orga, en tant que personne militante racisée, c'est de vérifier que ces espaces pour personnes racisées étaient bien respectés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? Ça veut dire trier des blancs. Voilà, j'ai été engagée pour pouvoir faire ça. J'ai été engagée pour que dès que nous voyons des personnes blanches dans tous les cortèges de tête, on les sépare de leurs amis, de leurs conjoints, de leurs familles, et on leur demande d'aller en fin de cortège pour les espaces réservés aux blancs. Donc finalement, j'ai appliqué de la ségrégation raciale dans les rues de Paris par des collectifs dont certains ont des aides publiques dans le cadre d'événements qu'ils peuvent organiser. Cette formation qui s'est préparée, donc comment s'organiser au mieux pour pouvoir appliquer ces règles-là, ça a donné lieu à des situations assez ubuesques.
Et je veux vous le raconter parce que le propre de ce militantisme, c'est d'être très incohérent. Et on l'a vu sur plein de sphères. Et c'est pour ça que je veux raconter à chaque fois cet événement-là. Déjà, le premier, c'est que l'organisation se rend compte qu'on n'est pas assez de personnes racisées et qu'il y a trop de blancs dans les militants. Et ils se disent, est-ce qu'on peut demander à des blancs de trier d'autres blancs? Alors là, ça donne lieu à un débat. Ouais, mais si un blanc vient voir un autre blanc en lui disant d'aller ailleurs, est-ce que les blancs vont comprendre? Donc du coup, ils se disent, bon, finalement, on va demander aux blancs d'aider les personnes comme moi racisées et un petit peu de servir d'acolytes. Mais c'est nous qui donnions les ordres aux personnes blanches de partir. Deuxième point, comment on trie les juifs? C'est la vraie question qui s'est posée. Et c'est très important parce que moi, cette immersion que j'ai faite, là vous avez la date, c'était en juin 2022. C'était donc avant, moi j'ai fait une immersion d'1 an qui a couru donc jusqu'en mars 2023. On était avant le pogrom du 7 octobre. Et déjà à l'époque, dans les luttes militantes, et je le raconte aussi à la fac quand je fais une immersion sur un campus aussi pour raconter comment ça se passe dans les luttes étudiantes, il y avait déjà cette question du juif privilégié, qui est un ethos antisémite, mais qui du coup ressort énormément dans les luttes d'ultra-gauche, qui était de dire, voilà, comment on trie les juifs. L'année d'avant, les juifs, on les a mis avec les blancs, privilégiés. Mais ça n'a pas été très bien reçu. Qu'est-ce qu'on fait cette année? Et déjà, quelqu'un demande timidement, mais comment on reconnaît un juif? Donc, on en revient quand même. Et là, tout ça, rappelez-vous, c'est pour lutter contre les discriminations. C'est très important. C'est une manifestation qui est féministe, qui est antiraciste et qui lutte contre les discriminations, qui vise toutes les minorités. Donc là, comment on reconnaît un juif? Personne n'ose trop répondre, personne n'ose dire que ça a déjà des questions qui ont déjà été posées quand même dans des années bien sombres. Finalement, ils se disent, bon, si vous tombez sur un juif, bah, laissez-le aller où il veut, ça sera plus simple comme ça. Alors, autre chose, et c'est finalement ce qui nous a occupé quasiment toute la journée de formation, c'est les forces de l'ordre. Alors ça, vraiment, avant le 7 octobre, ce qui un petit peu permettait de faire une convergence des luttes, c'était la haine des policiers. On avait beaucoup d'antifa, on avait des black blocs avec nous. C'était vraiment l'idée de dire, voilà, vous vous organisez en masse, les flics sont des racistes, ils sont là pour vous tabasser, agresser des migrants, ils sont payés pour ça. Et c'est décrit dans le détail. Ils nous ont donné des documents quand même pour nous expliquer que c'était l'anti-répression. Donc comment s'organiser contre les forces de l'ordre et leurs actions, à l'aide quand même d'avocats qui se proposaient pour organiser et faire libérer si jamais on était mis en garde à vue. Donc on avait quand même des contacts d'avocats au barreau de Paris, ça j'ai pu le dénoncer dans le livre, tout est mis dans le détail des documents qu'on nous a donnés. Et donc il y a vraiment des heures passées à nous expliquer à quel point la police tue, la police assassine, qu'il faudrait vraiment arrêter totalement les forces de l'ordre parce qu'elles sont complices du fascisme, etc. Et finalement, moi-même, j'en suis venue, et c'est ce que je raconte tout au long de cette immersion, pas que là, à avoir peur de me dire, mais est-ce que je vais pas me faire agresser par les forces de l'ordre, parce que peut-être que je me rendais pas compte. Parce que quand on est, et ça c'est important, je vais vraiment y revenir après dans le détail, quand on est dans une immersion sous une fausse identité, on doit tromper en permanence. On passe du temps avec des gens qui doivent croire que tout ce qu'on leur a dit est vrai et sincère, et encore plus dans des causes qui sont aussi exacerbées et qui tiraillent autant et qui font autant appel à la culpabilité, au bien et au mal, vraiment un aspect très manichéen. Et du coup, donc moi, je me mets presque à avoir peur de tout ce qu'il nous explique sur les forces de l'ordre. Et je finis par demander à une des organisatrices, mais excusez-moi, mais l'année dernière, à la première édition, il y a eu combien de personnes agressées par les forces de l'ordre? Et elle me dit, ah bah 0, mais on n'est jamais trop prudent. Donc là, je me dis, on vient de passer 4 heures de cours d'anti-répression, à savoir comment on combat les flics fascistes et ils agressent personne. Enfin, en tout cas, je veux dire personne dans le cadre de cet événement-là. Voilà, donc je le raconte encore une fois en détail, mais arrivé le jour J, on était toujours avec des binômes. Et c'est là que j'ai vu que je dissociais vraiment au niveau de la personnalité, puisque j'étais en permanence, je me suis rendu compte que je perdais même mes opinions initiales. Je venais en tant que journaliste infiltrée. Pour eux, j'étais prof et à moitié étudiante, tardive. Et j'étais surtout, moi, ils pensaient vraiment que j'étais une militante d'ultra-gauche comme eux, puisque d'ailleurs, on était dans des cadres d'élections présidentielles et ils nous avaient dit « J'espère que tu es parti voter LFI après et pas j'espère que tu es parti voter ».
Et donc, j'arrive et j'ai rapidement perdu pied. Et c'est là qu'on voit que ça peut aller très vite en termes d'influence. Pourquoi? Puisque nous, donc, nous étions chargés, comme vous le voyez, donc là, c'est le rond-point place de la Nation. Et donc, les 40 000 personnes sont en cortège, tous ensemble. Et l'idée, c'est d'aller jusqu'à la place de la République. Donc, pour ça, il y a beaucoup, effectivement, de camions de CRS, de forces de l'ordre, pour pouvoir sécuriser les rues. Et du coup, donc moi, mon rôle, c'est que dès que je vois un groupe d'amis, par exemple, et que l'un d'entre eux est blanc, je demande à cette personne, excuse-moi, est-ce que tu es une personne racisée? La personne me dit, mais ça veut dire quoi, racisé? Et je lui dis, est-ce que tu vis du racisme? Mais attention, le racisme anti-blanc n'existe pas. Donc, est-ce que tu es une personne qui vit du racisme, qui a peut-être subi discrimination, qui est raciale? Et ils vont me dire, bah non. Et je lui dis, oui, parce que tu es blanc, et donc, en tant que personne blanche, tu dois, toi, te rendre à la place 8, la place pour les blancs. Parce que les personnes racisées veulent rester entre elles. Donc, ce que j'ai trouvé le plus fou, c'est la docilité des personnes blanches. À chaque fois, j'avais au mieux une incompréhension et majoritairement beaucoup d'excuses. Et les personnes s'exécutaient immédiatement en me disant « je suis désolée, je vais immédiatement à ma place ». Et donc, il y a des scènes assez incongrues. Par exemple, on s'avançait vers un groupe d'amis et où il y avait une seule personne blanche et ils nous voient arriver, les membres du staff, et on les entend dire « t'as qu'à dire que ton père est noir, comme ça tu pourras rester avec nous ». Et les gens ne se rendent pas du tout compte parce que dès qu'on vient les voir, ils disent « on est désolé, on ne savait pas, on va tout de suite à la fin, on vous laisse entre vous ». Et là où j'ai perdu pied, c'est que la seule personne qui m'a envoyé paître, et j'en parlais tout à l'heure un petit peu, c'est quand je m'approche à un moment pour pouvoir séparer un couple homosexuel. L'un des deux était maghrébin et l'autre était blanc. Donc je dis à la personne, au monsieur qui était maghrébin, toi tu peux rester, c'est bon. Mais par contre, ton conjoint, lui, il part, il va à l'arrière. Et là, le mec me regarde, mais effaré. Il me dit, mais attendez, excusez-moi, là, vous nous demandez de nous séparer. Moi, je me suis battue. J'ai pas le droit de marcher main dans la main avec mon compagnon, là d'où je viens, sans pouvoir me faire agresser. Et là, aujourd'hui, vous nous demandez de nous séparer alors qu'on est en train de lutter contre le racisme. Mais ça devient complètement fou, ce que vous me dites. Et en fait, il était tellement virulent et effaré. Et pourtant, il disait exactement ce que je pense. Et bien que, comme j'étais dans cette immersion depuis déjà un petit bout de temps, et comme j'étais en plus dans un cadre où c'est moi qui donnais les ordres, eh bien je me suis sentie perdre pied et j'ai été très énervée contre lui, voire presque même violente, parce que je lui disais « tu dois obéir, c'est les conditions, c'est comme ça que ça se passe ». Et j'en ai oublié qui j'étais au fond, que j'étais Nora Bussini, journaliste infiltrée. J'étais juste avec mes binômes de l'organisation, qui étaient tout à fait contents qu'on malmène ce pauvre monsieur pour qu'il s'exécute. Et c'est ça qui est très important dans ces luttes militantes, parce qu'on parle de personnes qui ont des intentions dites louables de lutter contre les discriminations, je pense que c'est le cas pour tout le monde ici, mais qui ne se rendent pas compte de l'excès dans le militantisme qu'ils pratiquent. Et si moi, j'ai rapidement perdu pied en passant beaucoup de temps avec eux en manif, en culpabilisant perpétuellement, en me disant peut-être que je suis trop privilégiée, que je ne me rends pas compte de ce qui se passe dans notre société, mais qu'est-ce qu'il en est pour beaucoup de jeunes généralement qui viennent de finir leur terminale et pour qui je crois que c'est Parcoursup les a envoyés dans tel ou tel établissement et qui se disent bah voilà, moi je connais personne dans la région, voire me faire des amis, je vais peut-être adhérer aux assos de ma fac, et qui du coup se font des groupes d'amis et se rendent compte qu'il y a bien quand même une radicalité dans l'association qu'ils ont intégrée, mais comme eux ils n'ont qu'une envie, c'est de lutter contre les discriminations, et qu'ils se sont fait des amis, ils n'ont pas envie de les perdre. Et c'est en ça que ça peut être très dangereux, ces excès militants, notamment auprès de la jeunesse. Et donc, cet événement-là a donné lieu à des moments vraiment assez truculents. Par exemple, on était avec le staff en train de faire des affiches où l'une des personnes qui nous formait nous disait à quel point on était vraiment odieux parce qu'on mangeait de la viande, parce qu'on n'était pas végane, qu'il serait peut-être temps qu'on ouvre un petit peu les yeux sur l'écologie, parce qu'elle en avait ras-le-bol de voir des gens qui consomment autant, et elle nous explique tout ça en fumant ses clopes et en les jetant par terre. Et après, elle nous tend des cartons Amazon qu'elle avait ramenés de chez elle pour nous dire venez, faites des pancartes pour le climat sur ces cartons Amazon. Et ça, c'est plein de non-sens un petit peu comme ça auxquels j'ai pu assister. Et c'est là notamment, tout à l'heure j'ai esquissé ça en vous expliquant que dans ces luttes militantes-là, on n'arrive jamais au bout.
On n'est jamais victorieux et content qu'une discrimination, en tout cas en France, elle ait enfin abouti et qu'il y ait des lois et qu'il y ait des choses qui encadrent. C'est le cas par exemple pour les homosexuels. Je vous disais tout à l'heure que quand M. Gabriel Attal a été nommé Premier ministre, la plus grosse violence homophobe qu'il a reçue, elle provenait de militants LGBT qui disaient que de toute manière c'était un gay blanc, un white gay, et qu'il était donc trop privilégié, trop inclus dans la société et qu'on ne devrait pas se réjouir qu'il soit Premier ministre pour la cause LGBT. Donc ça n'avait aucun sens, parce que déjà il n'y a aucun rapport avec la question, mais encore plus c'était eux qui l'essentialisaient en le ramenant à son homosexualité, sous couvert bien sûr de lutter contre l'homophobie. Et moi par exemple j'ai pu découvrir que j'avais un white passing. Qu'est-ce que c'est un white passing? Ça veut dire que je suis franco-marocaine, mais que je ressemble à une blanche. Et que par conséquent, ça me donne quand même des privilèges, même dans mon oppression, qu'est le racisme. Voilà. Et ça, eux-mêmes, on le voit dans le logiciel militant et dans cette idéologie appliquée dans le concret de cette manifestation. Parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, nous avions donc des espaces réservés aux personnes dites racisées. Et moi, j'avais demandé à deux amis de participer à la manifestation, mais eux comme simples manifestants. Et ils sont tous les deux maghrébins. Et si je puis dire, sans que ce soit discriminant, très typés. Et je leur avais dit, bah voilà, est-ce que vous pouvez participer parce qu'en plus, bah voilà, vous-même, vous êtes homosexuel ou autre. Et ils m'appellent très rapidement, ils me disent, mais Nora, en fait, il y a un tri intra-personnes racisées. Parce que c'est d'abord les Noirs, après c'est les Métis, et après c'est les Maghrébins. Parce que ce n'est pas les mêmes racismes. Et tout ça, on est encore une fois au nom de la lutte contre le racisme. Donc là, je vous ai pris un exemple parisien, mais il y en a pléthore d'autres. Et je vais vous prendre un exemple maintenant. Donc là, c'était la manif. Voilà. Je vais vous prendre un exemple à Dijon. Dijon, je m'y rends afin de participer à une manifestation qui, alors c'est pas très net, on va peut-être voir un petit peu mieux là après, à une manifestation interdite aux hommes. Aux hommes, bien sûr, cisgenres, ça veut dire des hommes qui sont nés hommes et qui n'ont pas transitionné, donc qui se considèrent comme hommes, qui ne sont pas trans. Voilà, donc c'était une manifestation queer féministe en mixité choisie, donc sans mecs cisgenres hétérosexuels. Voilà. Cette manifestation, quand même, pour la petite ville de Dijon, elle avait réuni entre 300 et 400 personnes. Hein. C'est une manif de nuit. Et donc, moi, j'arrive pour pouvoir participer. J'aide le staff de l'organisation au maximum à faire les pancartes, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce n'était pas prévu. Mais ce soir-là, dans la ville, Monsieur Gérald Darmanin, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, s'est rendu à Dijon, pas du tout pour cette manif, évidemment, mais pour pouvoir rencontrer le maire. Et donc, tout le monde était assez déchaîné en se disant, mon Dieu, on a quand même le chef de la police qui est là, c'est l'horreur, c'est Gérald Darmanin, il faut qu'on fasse un max de choses pour pouvoir, entre guillemets, critiquer sa venue. Donc les féministes présentes sont très très déchaînées et là on voit arriver, enfin je vois arriver un groupe d'hommes, donc à une manifestation interdite aux hommes, un groupe de mecs, tous avec des cagoules, t-shirt, antifa, on reconnaît très facilement par les codes qu'on connaît, Black Bloc, etc., avec des sortes de sprays pour pouvoir taguer et tout ce qui va avec, et ils arrivent en groupe. Et là, moi, ils sont assez impressionnants. Il y a que des femmes sur place. Et je regarde les organisatrices et je leur dis, mais excusez-moi, c'est pas une manif interdite aux hommes. Et là, elles sont très embêtées. Et elles me disent, oui, c'est vrai, mais on ne peut pas présumer de leur genre. Peut-être qu'ils se sentent femmes, peut-être qu'ils se sentent non-binaires. Donc ça veut dire soit ni homme ni femme, soit hommes et femmes. Peut-être que ce sont des personnes trans. Et ça serait très violent de notre part si on venait les mégenrer. Donc on va simplement rappeler au micro que c'est une manifestation interdite aux hommes et s'ils sont hommes et se sentent hommes, ils partiront, j'en suis certaine. Évidemment, ils ne sont pas partis. Évidemment, ils ont absolument tagué tous les murs de Dijon. La ville de Dijon se rappelle encore. Ils ont tout cassé, hurlé à mort Darmanin, etc., etc. Et ça, on en est là encore dans cette incohérence militante. Et des exemples comme ça, le livre en regorge vraiment beaucoup. Mais je pense que le plus dangereux, en fait, c'est que ce militantisme dont on pourrait s'amuser, parce que là, ça vous fait rire quand je vous dis ça, et il y a beaucoup de choses qui prêtent à rire dans le livre, c'est si ces militants d'ultra-gauche ne s'en prenaient pas à absolument tous les piliers de notre République. Je m'explique. J'ai été formée, c'est ce que je disais tout à l'heure, à l'idée que la présomption d'innocence n'existe pas.
que si on vous, une militante, une consoeur, quelqu'un, vous désigne un homme comme agresseur, sans même avoir porté plainte, hein, absolument pas, parce que ça je vais y venir après, eh bien il faut, parce qu'on ne croit pas en la justice, donc si on vous désigne quelqu'un comme un agresseur, non seulement il faut croire immédiatement la victime, bon, sauf si elle est juive le 7 octobre, hein, mais ça c'est autre chose, il faut croire immédiatement la victime, il faut directement prévenir un maximum de personnes que la personne désignée est un agresseur. Si vous pouvez, il faut prévenir beaucoup sur les réseaux sociaux. Hein. N'hésitez pas à dire cette personne est un agresseur. Si même vous trouvez, c'est déjà arrivé, le nom de l'employeur, cette personne, vous pouvez lui passer un coup de fil. Voilà, parce que victime, on te croit quoi qu'il arrive. Donc déjà là, on s'en prend à la justice parce qu'on nie totalement, l'exemple même de justice puisqu'on la refuse. Et on refuse d'y croire même s'il y a des jugements. Ensuite, on s'en prend à la laïcité. La laïcité, c'est vraiment vécu dans les luttes militantes d'ultra-gauche comme étant liberticide et discriminante envers les personnes de confession musulmane parce que la laïcité serait islamophobe. On a pu voir le cas énormément, moi je l'ai vu en manif avec des collectifs que j'avais un petit peu rejoints, comme les collectifs de lutte contre l'islamophobie, les hijabeuses, ce sont des jeunes militantes qui se battent pour pouvoir avoir le droit de porter le hijab sur le stade de foot. Et surtout, on l'a vu lors de l'assassinat de Dominique Bernard à Sciences Po, puisque alors que des étudiants avaient voulu juste rendre un hommage à Samuel Paty et à Dominique Bernard avec des affiches en disant des profs morts pour le combat de la laïcité, les affiches ont été vandalisées en disant on ne veut pas de vos affiches islamophobes. Donc pour eux, il y a vraiment un raccourci entre la laïcité et l'islamophobie. Donc on s'en prend à la justice, on s'en prend à la laïcité, on s'en prend aux forces de l'ordre. Moi j'ai participé, je le raconte dans le livre, à une soirée dans une salle municipale, quand même, organisée, qui s'appelle la Semaine des Coloniales, elle s'organise chaque année. Dans cette salle municipale, on a scandé un bon flic est un flic mort. On a passé l'entièreté de la soirée à se dire comment on peut s'organiser sans les forces de l'ordre et faire justice nous-mêmes sous la forme de milices. Parce que dès que l'on sollicite les forces de l'ordre, on est complice du racisme, puisqu'on peut mettre des personnes supposément racisées, donc déjà c'est assez... On pourrait dire que c'est raciste de dire que c'est des personnes racisées qui commettent des crimes, admettons. On peut mettre des personnes dites racisées dans des situations de racisme en appelant les forces de l'ordre. Donc il vaut mieux qu'on s'organise entre nous, comme ça peut se faire dans d'autres pays où il n'y a pas vraiment de police. Comme ça, on n'a pas de contact avec les fascistes. Donc on s'en prend au pilier de ce qui fait notre République. La démocratie. On a vu tout à l'heure avec la question de la cancel culture. Chloé Morin, ma consoeur, a fait un sondage. Elle révèle quand même que 29% des Français sont pour le fait d'annuler des œuvres si elles sont jugées discriminantes. Et elle révèle aussi dans son sondage la Pride radicale dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec des événements en non-mixité. Eh bien, il y a 21% des Français qui sont d'accord avec ça et qui disent que oui, c'est très bien de faire des événements en non-mixité. Donc on s'en prend, donc, comme je vous le disais, à la justice, à la laïcité, aux forces de l'ordre, à tout ce qui fait notre démocratie finalement. Et c'est là où c'est beaucoup plus dangereux que simplement des personnes qui vont venir vous voir en disant moi je suis végane, antispéciste, non-binaire, etc. Voilà, là je vois le compteur devant moi qui défile, je suis désolée. S'il y a des questions, ça peut peut-être être un peu plus intéressant de pouvoir dialoguer avec vous sur les quelques minutes qui restent. Et après, je suis désolée si j'empiète un peu. Voilà, je vous écoute avec plaisir. Essayez de peut-être pas faire trop long parce que là, c'est juste une question timing. Concernant votre vie actuelle. Est-ce que vous n'avez pas été énormément ennuyé après? Est-ce que vous n'avez pas une fatwa woke sur votre tête? C'est quasiment ça. Moi, quand le livre est sorti, j'ai la chance qu'il marche très très bien, mais ça va de pair avec. J'ai eu tellement de menaces de mort au moment de la sortie du livre qu'on a dû suspendre toutes les rencontres en librairie pour ma sécurité. J'ai déjà été une tentative d'agression en conférence publique. Dorénavant, quand je fais des conférences publiques, il doit y avoir une sécurité. Et je travaille aussi pour des journaux comme Le Point et surtout Franc-Tireur, qui est la cible de beaucoup de menaces. On menace la rédaction de faire une Charlie Hebdo, entre guillemets. Et comme le wokisme, on en a parlé tout à l'heure, se recoupe énormément avec l'islamisme, et qu'on travaille sur ces terrains-là, c'est encore plus dangereux. Et les menaces de mort, maintenant, je suis rodée. Et encore une fois, ces menaces-là, elles viennent de l'extrême gauche. Je crois qu'il y avait une autre question. Oui, bonjour. En tant qu'homme blanc, hétérosexuel... Oula, de plus de 50 ans ou pas? Ah il faut se présenter. Hein. De plus de 50 ans, circoncis. Oh là là. J'ai appris que je pouvais aller dans tous les... En tant que juif, je pouvais aller partout. C'est très bien, ça m'a fait plaisir. Plus depuis le 7 octobre. Voilà.
Donc, moi, j'avais une question. Je ne vous connaissais pas. C'est ma fille qui m'a demandé quand elle savait que vous passiez à Saint-Raphaël. Et comme j'habite Saint-Raphaël, j'ai dit, je ne vais pas manquer. Et ma femme a pris des vidéos pour lui montrer qu'on est ravis d'avoir assisté à votre conférence. Voilà. Alors, moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez eu besoin de subir une cure de déradicalisation après votre passage obligé parmi la lie de la société, pardon de le penser, mais c'est vraiment la lie de la société. C'est une très bonne question. Et alors moi, j'ai la chance d'avoir mon compagnon qui est présent, qui est un petit peu un point d'ancrage sur les valeurs que l'on a, mais, et qui aide beaucoup moralement. Mais honnêtement, et là, je suis de retour sur le terrain, parce que je travaille beaucoup sur les mouvements pro-palestiniens en France et l'instrumentalisation du conflit. En fait, quand on fait de l'immersion sous une fausse identité, on se perd. Moi, j'ai vraiment perdu mon identité. Beaucoup dans le livre, je le raconte parce que j'ai demandé pour tout le long de l'immersion qu'un psy spécialisé des questions woke m'accompagne pour que je raconte en séance, et je le raconte dans le livre, dans le détail, comment, au bout de quelques mois à peine, je me suis demandé ce qui faisait de moi une femme. Question que je m'étais absolument jamais posée de ma vie. Il m'a fallu très peu de temps pour me dire, mais est-ce que j'ai pas une islamophobie intériorisée parce que je critique le port du voile ? Chose que je ne m'étais pas posée avant. Et bref, toutes mes valeurs étaient bousculées. Et plus vous passez du temps dans des manifestations, plus vous devez croire, vous connaissez par cœur les chants, vous apprenez le lexique. Moi, j'ai un lexique à la fin du livre où il y a tous les mots que vous devez connaître par cœur. Vous devez être capable, quand on vous interroge d'un coup, de dire bah, bien sûr, je viens par le biais de quelqu'un qui connaît ceci, de se construire un CV militant, une fausse identité. On perd pied. Et alors, c'est très difficile il faut avoir des gens solides de longue date autour de vous pour pouvoir vous réveiller, parce que c'est des groupes militants ultra-gauche qui fonctionnent par la culpabilité. On tient des gens à la culpabilité d'être privilégié, la culpabilité d'être blanc, la culpabilité d'être ce que vous voulez. Et du coup, c'est très dur quand on culpabilise, parce que c'est beaucoup plus facile de pouvoir faire pénétrer les idées que l'on veut, et des idées de déconstruction. Et moi, heureusement, ce lavage de cerveau n'opérait pas à la frontière de quand je rentrais chez moi le soir. Mais c'était pas facile, et c'est toujours très dur aujourd'hui, encore plus maintenant que je suis de nouveau sur le terrain dans les manifs pro-palestiniennes en France. Voilà. Je crois qu'il y a une question au fond, puis une question devant. Et après, il y en aura une devant moi, au fond, là. Et ce sera peut-être la dernière avec le timing. Je vous en prie, et après, la dame derrière. Bon, on va le laisser. Si... Ah oui, c'est le micro. Ouais, allez-y. Alors, merci pour votre conférence. Je voulais juste adresser un point. Vous avez dit que dans ce genre de militantisme, ils ne respectent pas la présomption d'innocence. Mais moi, je voulais vous demander, vous ne pensez pas qu'il y a une logique derrière le fait que si une femme dit qu'il y a un homme, par exemple, qui l'a agressée et qu'elle a peur, elle ne croit pas en la justice, comme Chloé Morin, par exemple, elle disait, la justice traite très mal ces cas. Il y a souvent des plaintes qui sont juste pas... qui n'aboutissent pas. Ou alors les femmes ont extrêmement peur, tout simplement, de porter plainte, qu'on ne les croit pas, ou qu'elles n'ont pas de preuves, donc elles ne peuvent pas le prouver, ou alors que leur agresseur s'en prenne à elles parce qu'elles portent plainte. Enfin, il y a énormément de raisons pour lesquelles, aujourd'hui, la justice, elle ne marche pas envers ces femmes. Et donc, vous ne pensez pas que finalement, il y a une logique derrière le fait que cette présomption d'innocence, elle ne soit pas respectée en soi? Je comprends tout à fait. Et en fait, on peut faire le même parallèle avec... J'ai beaucoup travaillé sur la question des violences faites aux femmes. Et en fait, c'est de la même manière que quand on va vous dire « la police est raciste ». Les lois, aujourd'hui, ce qui encadre la police et les policiers, ne sont pas... Il n'y a pas de racisme dans les lois. Par contre, il peut y avoir des policiers, des personnes qui portent l'uniforme qui sont racistes. La justice, elle dysfonctionne aujourd'hui en France et depuis longtemps. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut dire on doit faire justice nous-mêmes et on doit nous-mêmes agir parce qu'on peut entraîner d'autres formes d'injustice. Ça peut être le cas de personnes accusées à tort. Vous allez me dire c'est très minime et vous avez raison. Mais c'est toujours trop si on ne laisse pas agir un organe qui est un organe de l'État. Moi, je pense qu'il faut plutôt, quand ces militantes disent on va faire justice nous-mêmes, on va nous-mêmes s'en prendre
à l'agresseur. Elle devrait plutôt s'en prendre à travailler, comme beaucoup de militantes féministes le font, et tant mieux qu'elles le fassent, à la justice en tant que telle, au gouvernement et aux lois, plutôt que de laisser des militantes sur le terrain agir. Parce que ces militantes, quand elles agissent, elles ont l'impression d'être impunies. Et je l'ai vu, pour l'avoir vu concrètement, quand on a l'impression et quand on est persuadé d'agir pour le plus grand bien, ça peut entraîner les pires exactions possibles. Je vais aller très loin dans le parallèle, mais ça entraîne le 7 octobre. Et ça entraîne qu'aujourd'hui en France, des mouvements féministes, etc., disent « oui, mais c'est la résistance qui opère face à la colonisation ». Et de toute manière, il faut bien que la résistance agisse puisque personne ne fait rien. Et en fait, le souci, c'est que c'est ça, c'est quand on laisse des gens, n'importe, tout un chacun agir, sans avoir quelqu'un d'autre qui met des bases, et on peut s'en prendre aux bases, bien sûr, et bien, on va vers des choses beaucoup plus graves, et c'est ça qui, moi, peut me faire peur. Voilà. Alors, je crois qu'il y avait aussi une question devant, et le monsieur, vous l'avez retrouvé, et après, je suis désolée, il va falloir qu'on coupe, parce que ça fait 3 fois que le timer devant moi indique la fin. Excusez-moi. Je voulais savoir que disent les gens de ces mouvances wokistes, ayant lu votre bouquin. Est-ce qu'ils propagent que ce n'est pas vrai, que vous êtes un produit du néocolonialisme, ou est-ce qu'ils reconnaissent certains faits? Ah, bah, bonne question. Alors, moi, le livre fonctionne très bien. Il a eu beaucoup d'engouement. Et je suis maintenant beaucoup plus audible à gauche, chose qui n'était pas du tout possible à la sortie du livre parce qu'on m'avait directement extrême droitisé. Et quand on vous extrême droitise, Chloé Morin en parle mieux que moi, vous devenez inaudible parce que directement vos arguments ne sont même pas entendables. Et en fait, dès lors qu'il y a un débat, ça fonctionne toujours très bien, même avec ceux qui vont vous dire que le wokisme n'existe pas, puisque moi je me contente de raconter ce que j'ai vu comme une caméra embarquée. Je viens pas, sauf quand là vous m'avez questionné en me demandant de réfléchir un petit peu plus loin et de savoir ce que pouvaient penser ces personnes. Moi je donne très peu mon avis finalement. Je me contente de faire de l'investigation, à vous dire voilà, il s'est passé ça à telle date, telle personne ont dit ça, elles étaient tant, elles ont allé jusqu'à commettre ça et pas plus. Et du coup ça permet beaucoup plus un dialogue avec des gens qui ne peuvent pas contester des faits, à moins de vous dire que vous mentez, mais comme j'ai toutes les preuves, j'ai souvent même, je donne les arguments, je donne les endroits, et les gens qui ont été, je vous disais, des confrères ont fait des contre-enquêtes pour vérifier que tout ce que je disais était vrai. Ils se sont rendus compte que malheureusement, oui, j'ai bien participé, ça s'est bien passé comme ça. J'ai pas eu... à part évidemment une ultra-gauche qui de toute manière ne changera pas. Moi, je parle pas, ça sert à rien de dialoguer avec eux, j'aimerais bien, mais ils vont pas être d'accord. Et puis, il y a eu beaucoup, après le 7 octobre, de militants d'ultra-gauche, même de gauche, qui étaient un peu repentis parce que, souvent juifs ou alliés, et qui se disaient, bah mince, c'est vrai que depuis le 7 octobre, moi, je me rends compte que dans mon asso féministe ou LGBT, et il y avait une jubilation des actes perpétrés par le Hamas. Oui, je me rends compte qu'il y a quand même... une pureté militante qui s'opère, où il faut être le plus déconstruit possible et qu'on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière. Il y a de plus en plus de gens quand même qui ouvrent les yeux, et tant mieux. Et merci de m'avoir lu également. Voilà, je crois qu'on est bon. C'est bon, et bien super. Merci beaucoup.